Putain, ça fait vraiment un truc de psychiatre là. Ah ouais, bah, c'est le but. Le divan, ouais. Ça va pas en ce moment. Quand il est né, en fait, je sais pas si vous l'avez dit, mais il était très malade parce qu'il il est né prématuré. Quand il était petit, il était assez compétiteur. On a 6 ans de différence. Mais surtout, tu peux torturer, ouais. Il y avait aussi la torture. Donc voilà, maintenant je peux plus parce qu'il est devenu costaud. Pierre, c'est quelqu'un qui a deux visages. Il a le visage public, c'est l'amuseur public, le gambleur, mais en privé, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est assez contemplatif, qui aime la beauté des belles relations, des belles choses. C'est quelqu'un quand même qui est attachant, en tout cas qui est engageant, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui laisse pas les gens indifférents. C'est quelqu'un qui marque tout de suite les esprits. Il va soit dire une connerie, soit dire un truc pertinent, soit faire quelque chose où en général, c'est vrai que tout de suite, il a un peu cette qualité d'attirer l'attention. C'est un mec qui est bon, qui est bienveillant, qui est attachant. Une enfance très heureuse et assez ordinaire finalement. Je suis un fils de professeur. J'ai mes parents qui ont divorcé très tôt. J'ai pas de souvenir où ils sont encore ensemble. Ils ont divorcé quand j'avais quelque chose comme 6 mois ou 1 an. Mais j'en ai pas du tout souffert. Une enfance heureuse dans une petite ville de province. Bon, pas si petite, mais voilà, Grenoble. Et sans spécialement de remous. Bon élève, mais un peu dissipé. Enfin, un peu comme ce que je suis maintenant d'ailleurs. Bon allez les gars, jour très spécial, 29 novembre, mes 31 ans. Je vous embarque avec moi pour un week-end à Grenoble, 48 heures ensemble. C'est parti, suivez-moi. J'ai réservé une chambre au nom de Calamusa, s'il vous plaît. Ah, vous avez oublié le 3, c'était bien, 49. Merci, hop, je vous prends la clé. Bonne soirée, merci beaucoup. Bon, allez, c'est parti, bien installé. Et la petite dîner d'anniversaire chez ma mère. Ma mère est donc vietnamienne. Elle est née à Saigon, donc maintenant Ho Chi Minh Ville. Mais elle est partie à l'âge de 18 ans. J'ai des grands-parents paternels qui sont siciliens, qui sont nés dans un village qui s'appelle Calatafimi. Et voilà, c'est marrant parce que du coup, à chaque fois que je fais un dîner de Noël, ou qu'il y a une grande réunion familiale, et ben, je suis le seul qui comprend rien à ce qu'ils disent. Puisque soit ils parlent vietnamien, soit ils parlent italien, je parle aucune des deux langues. Du coup, je suis là, ben, ok. Allez, on met tout sur là. Ouh, ça sent bon. Oh, qu'est-ce que tu fous là? Anniversaire! Ouais, c'est sûr. Énorme. Qu'est-ce que tu prends ici? Bah, c'était surprise pour ton anniversaire. Tiens, mon frère. Qu'est-ce qu'il fout là? Parfait. Les mettre autour, vous savez? C'est quoi comme champignon? Carotte? T'es sûr que c'est comestible là? Ah, je les ai achetés au Hall. Même si parfois ces choix de vie ont été compliqués, surtout pour nous à le vivre, mais on a en fait toujours eu confiance en lui et on est toujours sûr qu'il s'en sortira toujours, quoi qu'il en soit. Non, après là où ça fait un peu flipper tout le monde, c'est quand il était à Malaga. Ouais, à Malaga, c'était la Il y a folie. une période un peu dark quand même. Il faisait des soirées avec les joueurs du FC Malaga. C'était la grande époque du FC Malaga. Je me suis bien fait fourrer. Ah bah oui, c'est ton histoire avec On faisait des soirées avec Joaquin, Albert Luque, Sergio Ramos, mec. Sergio Ramos. Mais c'est vrai que c'était une période où on te voyait moins serein quand même. Ah putain, j'étais pas serein du tout, mec. J'avais 30 000 balles de dette, un mec qui me disait je vais te mettre un procès au cul si je me rembourse pas. Ouais, quand j'avais 0 balles. Tu repassais à la maison, il était un peu tout vert comme ça. Mais ouais, c'était 30 000 balles de dette, avec aucun moyen de grinder aussi du coup, parce que t'as plus d'argent pour jouer.
je voulais pas tirer 1 centime. Et curieusement, c'était une des périodes les plus heureuses de ma vie après. En fait, c'est marrant parce que du coup, on était deux dans le même cas. Un de mes colocs et moi, et il y en a un qui a complètement fui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais remboursé ses dettes. Enfin, à ce jour, t'as une dette, non? Enfin, et bah, figure-toi, mec, incroyable, ça fait 10 ans après, il nous a envoyé un message, il nous a remboursé. Quand t'as plus d'argent, en fait, t'es obligé d'être fort, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas te sortir tout le temps, tu peux pas ci, tu peux pas ça, t'es obligé d'être costaud et d'être rigoureux. Tu dois voir qui sont tes vrais potes aussi, j'imagine. Ouais, et ça c'était impressionnant, c'est-à-dire que j'avais mes potes qui, des fois, j'allais au resto, je pouvais pas aller au resto parce qu'ils faisaient un anniversaire ou quoi, et bah, ils m'invitaient. Tous les petits trucs de la vie sont importants, quoi. Je sais pas, ils t'offrent un café, tu vois. Un Mars. Un Twix. Ouais, non, mais ça c'est important, tu vois, parce que t'as plus d'argent du tout. Et est-ce que les gens savent que tu voulais devenir commissaire de police? Est-ce que les gens le savent, ça? Ou est-ce que ça fait partie des dossiers secrets? Non, ça fait partie, non. C'est vrai que ça aurait été une voie qui m'aurait intéressé, mais il fallait faire un M2 de droit et c'était trop compliqué. Et puis après... Ça a été un sujet. Il y avait du coup un des Noëls en famille. C'était non, mais là je fais vraiment le droit parce qu'après j'ai trouvé ma vocation, je vais être commissaire de police. En fait, nous ce qu'on savait pas, c'est qu'évidemment après c'était toujours la même chose. C'était qu'en fait il jouait au poker, mais c'était pas encore accepté par la famille, etc. Donc il fallait qu'il ait un discours, une histoire un peu à faire accepter. À aucun moment j'avais pensé au fait qu'il puisse jouer au poker, bien que dans ma famille, enfin ma mère, qui a maintenant 98 ans, donc la grand-mère de Pierre, a commencé à jouer aux cartes au Vietnam à l'âge de 3 ans. Et elle n'a jamais cessé de jouer depuis. Et j'ai plein d'anecdotes sur ma grand-mère qui sont ultra marrantes. C'est que du coup, j'étais allé les voir à San Francisco il y a, je sais pas, 5-6 ans pour Noël. Et là, je leur dis, je suis joueur de poker professionnel. Et là, ils pètent un câble. Et on fait un KGMNL 100. Direct. Et on jouait des pots à 3K, 4K. Et ouais, j'avais 7 over 7 mon grand-oncle. Et je lui avais pris 3K, je m'en souviens, un pot à 3K. Et il y a eu cette main incroyable, en fait. Où en fait, déjà, c'est 6h du matin. Et je suis là, putain, ma grand-mère qui a 93 ans, quand même. Je lui fais putain mamie, j'en peux plus et tout, on joue depuis genre 20h, c'est 6h du mat, il faut qu'on arrête et tout. Elle fait non, encore un tour. One more round. Et c'est moi qui deal parce que j'étais le seul à tenir à peu près bien les cartes. Et je suis fatigué et tout. Et là, elle bet river, je sais pas, 300 dans 400 contre mon oncle, je crois. Et là, je sais pas ce qui se passe, je suis fatigué, je crois qu'il y a showdown. Et comme ma grand-mère, elle est un peu tremblante, elle est vieille, je lui retourne ses cartes pour qu'il y ait showdown. Et en fait, là, mon grand-oncle fait, bah, j'ai pas joué. Et donc, il fold roi-dame sur, je sais pas, un board dame 4, 5, 6, X. Et ma grand-mère avec 7 et 8 nuts, en fait. Là, elle pète un câble, mec. Elle fait, pourquoi t'as retourné mes cartes? Blablabla, nanana, ça, c'est pas possible. Du coup, tu l'as fait fold. Et en fait, la petite anecdote, c'est que le lendemain, elle est demandé à ma mère les $300. Parce que elle disait que mon grand-oncle n'avait pas fold top pair et que du coup, ça lui coûtait 300. Et le lendemain, on allait au resto. Et puis d'habitude, elle a un très bon appétit, ma mère. Et là, elle restait assise comme ça devant sa soupe, elle mangeait rien. Et puis après, on lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle dit, il faut que Pierre me rende mon argent. Il faut que Pierre me rende mon argent parce qu'il a joué trop fort chaque fois, je ne pouvais pas suivre. Et quand la mafia l'a cherché, là, il avait espionné ou je sais pas quoi, il savait où habitait ma sœur. Et donc, la mafia vietnamienne, hein, les Viet le fous, là. Et donc, ils sont allés dire à ma sœur, ouais, si vous remboursez pas les dettes de votre mère, on va kidnapper vos enfants. Et vous les reverrez plus jamais. Bon. Tout le monde se réunit, toute ma famille, tout ça, tous les frères et sœurs se réunissent pour lui parler. Alors, il lui explique, voilà, si la mafia s'en mêle, ils vont s'en prendre à nos enfants, on va plus les revoir, ils vont te torturer, je sais pas quoi. Elle dit, je m'en fous.
moi, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire et au final, du coup, j'ai fait prépa parce que c'était encore assez général. Puis après, j'ai fait mon école de commerce parce que c'était encore assez général. Et après, le poker m'est tombé dessus. Et je me souviens que c'était en cours d'allemand. Tu sais que je m'en souviens encore de ça. Et le mec faisait cheap tricks avec des jetons. Et moi, je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il jouait en colle avec d'autres CS au poker. Parce que des fois, on avait, par exemple, on finissait les cours à 17h. Et parfois, on avait des calls de 20 à 21h. Donc, ils avaient 3 heures à tuer. Du coup, ils faisaient des pokers. Et du coup, je me suis renseigné parce que ça m'avait intrigué en fait. Parce qu'il faisait un cheap trick avec des trucs qui tournaient comme ça. Le jeton qui tournait. Et du coup, ça m'avait intrigué, du coup, j'allais regarder les règles. Et après, je me souviens que j'étais allé le voir, je me souviens encore, c'est dans le couloir avant le cours d'allemand. Et je lui ai demandé, putain, est-ce que Roi 10 c'est une bonne main? C'était ma première question de poker. Un superbe pressail. Franchement, très bon petit repas. On a là des petits hachus pour se décrasser avec la Top Shark Academy, donc très cool. Très très cool. C'est ça la soirée d'anniversaire? Hein? C'est ça ta soirée d'anniversaire? Ouais, bah c'est comme ça, il faut faire le taf quoi. Et puis bah, c'est vrai que c'était une longue journée. Mais ça reste quand même agréable quoi. Quand on apprend à connaître les candidats de la Top Shark, on voit qui sera un peu peut-être notre futur collègue. Depuis 1 an ou 1 an et demi, je vois tout ce qu'il a mis en place et la rigueur, la discipline et le sérieux avec lequel il travaille, hein, mais à tous les niveaux, que ce soit son poker, son image, son alimentation, sa préparation, sa condition physique, son mental. Je suis quand même super optimiste pour l'avenir parce que je vois quelqu'un qui est parti de grande qualité, mais qui était un peu brut et à mon avis pas bien utilisé, ou en tout cas pas utilisé à bon escient, à quelqu'un qui a aujourd'hui pris conscience d'un certain nombre de choses et qui est capable de vraiment se structurer, de se mettre en place et de travailler avec beaucoup de rigueur, de concentration et de discipline à un très haut niveau. Donc je pense qu'à partir de là, je me dis qu'il est quand même sur les bons rails. Ouais. Oh, il vaut mes cartes ou quoi là? Ouais, donc il faudra passer à la fromagerie vers 16h30. On va aller rencontrer Bernard Muraveau et Renaud Muraveau, qui sont des sommités grenobloises. C'est un père et fils ultra cool. Et ils ont eu donc Bernard Muraveau qui est MOF fromage en fait, qui font MOF fromager. Et voilà, c'est un passage un peu obligé quand tu viens à Grenoble, c'est vraiment de la folie. Et le soir, on va au Rousseau. On a une petite sélection de grands vins avec un petit menu qui nous attend avant d'aller au Couleur Café prolonger la soirée. Donc voilà, ça va être un programme alléchant. Allez, maintenant, un bon petit dodo et demain la grosse soirée. Bon, Harper, premier après-midi à Grenoble, crâne chaud, il fait un peu froid, la première étape obligée, la fromagerie des Alpages. C'est quoi toi ton rapport à la bouffe? Parce que c'est tout le temps qu'on te voit poster de la nourriture, aller kiffer des bons petits dîners, et puis là tu vas même directement chez les producteurs. Ouais, bah après, honnêtement, le fromage c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Parce que pour 10, 15 balles, allez 20 balles grand max, tu t'en tires avec des plateaux énormes. Et surtout, tu as les meilleurs produits, ce qui te fait mieux au monde. C'est vrai que pour les restos étoilés, ça peut monter un peu plus cher, jusqu'à 500 000 € pour un dîner, avec des vins. Mais voilà, si vous avez un petit budget, le fromage, c'est ce qui se fait de mieux. Et là, bah, tu vas voir que voilà, pour une somme dérisoire, on va pouvoir bien se remplir la panse. Et toi, t'as toujours été baigné dans la bouffe ou c'est depuis justement que t'as un peu d'argent que tu t'es mis à kiffer? Non, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup manger. Hein. C'est mon péché mignon. Et puis après, j'ai toujours voulu expérimenter ce qu'il y avait de mieux, en fait. Et je sais que j'aurai jamais de jet privé, je sais que j'aurai jamais de Ferrari, etc. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, ouais. La cote à 500 qui passe. Mais Islande, championne du monde en foot, bon bref.
c'est une autre histoire. Non, je sais que j'aurai probablement jamais un jet privé, je sais que j'aurai jamais de yacht, etc. Mais par contre, avec l'argent que j'ai gagné au poker, je peux faire les meilleurs restos du monde avec les meilleurs produits du monde. Et ça, c'est quelque chose à essayer au moins une fois par an. Tu crois que c'est pourquoi tu gagnes? C'est parce qu'ils mangent du bon fromage. C'est la seule solution. Tu crois quoi? Il les bluffe pourquoi? C'est qu'ils ont moins du lourd avec la tonne de savon. Il faut que je lui fasse goûter ça. Cœur de cheddar. À Londres, on en a marre des fromages de merde. Au Portugal, pareil. S'il vous plaît, arrêtez. Oh putain, elle est trop belle! La forme? Bah écoute, oui, on a... C'est folklorique. On y est là, hein? Grenoble, on est bien là. Renaud, tu peux mettre du comté aussi? Ouais, le plus vieux que t'es? Ouais, comté de Noël. Est-ce que tu veux les amener au couleur café après? Oui. Faut savoir s'ils suivent jusqu'au bout de la nuit. On va danser sur du Mylène Farmer là. Mais je crois que je vais amener ton fils aussi, hein. Tu travailles pas demain, Renaud? Non, non. Parfait. Tu sais que des fois on faisait des afters ici, mec. Dans la fromagerie? On fait du fromage. Mais non, c'est magique. Ouais, c'est vrai ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passait? Donc t'as déjà fait des soirées avec Pierre? Hein? T'as déjà fait des soirées avec Pierre? Quelques-unes, ouais. Il y a de l'anecdote? Une ou deux. Là, c'est la question, excusez-moi, mais idiote. Alors Pierre, c'est un, comme je disais au début, je pense que moi il y a un adjectif pour le qualifier qui me vient tout de suite en tête, c'est attachant. C'est vraiment une personnalité attachante. Il a un esprit pur dans le sens il est un peu comme un enfant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très simple, qui est très accessible. On peut lui parler très facilement. Il est à l'aise de parler de tout, il est à l'aise de parler de lui aussi, ce qui est quand même une qualité très rare, surtout quand on est un personnage public, comme il peut être aujourd'hui avec Winamax. C'est quelqu'un d'attachant, c'est un mec qui est bon, qui est bienveillant, qui est attachant. Ouais. Voilà, petit tour de table. Paulin, qui est le fils de Marc, on s'est rencontrés via le poker. Maintenant, il est devenu cuisinier, vers Béziers. Et voilà, j'ai raconté cette anecdote, on jouait des tournois à 3 € dans un bar miteux. On pouvait gagner un DVD de la Torremolinos Infernale. Paul Rougier, anecdote surprenante. Michel Abakassis a failli être son père. Michel faisait ses études avec sa mère en médecine. Il y a maintenant, je sais pas, une cinquantaine d'années, quarantaine d'années. Pardon Michel. Et Michel était tombé fou amoureux de sa mère et aujourd'hui encore il m'en parle avec un regard lubrique en parlant de Madame Rougier qui est une très belle femme. Flavien Guénan, mon ancien colocataire, on s'est connus à Deauville, il est étudiant en droit à 3e année maintenant et n'a plus rien à voir avec le poker mais il reste quand même un ami cher. A-t-il jamais gagné à ce jeu? Derek Mousset, rencontré à la salle de musculation un joueur de football américain qui me suit maintenant sur le circuit et qui coach d'autres joueurs de poker, qui a coaché comme Benjamin Pollack, Alex Réard, etc. Delphine, mon soleil, mon astre, Marc, donc le père de Paulin, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, mais voilà, rencontré dans ces tournois du Subway, qui m'a toujours soutenu dans ma carrière de joueur de poker, un des premiers qui a cru en moi, qui m'a vu grimper les échelons à l'époque où je gagnais les tournois à 5 $, 10 $. Faire des 20 balles à la maison. Voilà, c'est ça. Et un des joueurs qui m'a le plus soutenu, même parfois plus que mes parents, surtout au tout début dans ma carrière. Tu sais quel est le joueur qui m'a le plus impressionné de toute ma vie? C'est Souf.
qui avait une théorie géniale. En fait, tu joues les grosses. ouais, il a les petites, que les autres ont les grosses. Et si tu mettais un peu de temps avant de faire les préflops, il en déduisait que tu avais un as ou un roi. Et du coup, il pouvait compter les cartes comme ça et déduire qu'en fait, la quinte avait beaucoup plus de chances de tomber avec 10-6 dépareillés. Et un jour, il m'avait craqué les as en NL20 et il m'avait cru mon argent et j'avais chialé. Véridique. Antonia. Bonjour. Si vous avez des problèmes de santé, allez la voir. Surtout pas. Ouais. Et qui est la copine d'un de mes meilleurs amis, Adil, qui lui est en 6e année et qui ce soir fait une entorse. Une entorse, voilà. Une petite entorse. Voilà. Joueur de poker avec qui bon, j'ai grandi aussi depuis maintenant 10 ans. On a commencé ensemble en NL10. NL10, ouais. Et voilà, il fait quelques étapes aussi comme le WPO de Dublin et bientôt sera chirurgien ou psychologue. Médecin du travail si je fais trop la fête ce soir. Je connaissais déjà Pierre de soirée, mais vraiment voilà, bonjour, au revoir. Et c'est vraiment en soirée qu'on a commencé à plus se connaître et après à se voir en dehors. Et puis beaucoup de voyages, surtout, mine de rien, c'est quand même des choses qui rapprochent. On avait fait Vegas avec tout le team Winamax, ça avait été quand même une belle année. Et même eux avaient quand même décrété que c'était un joli millésime. Donc je pense que j'étais quand même bien tombé avec Tony Miles, etc., que j'avais reçu à la maison après quand il avait fini Vegas, juste avant Barcelone. Il y a une anecdote sur ça quand même. Tu as organisé une raclette chez toi pour montrer à Tony Miles ce que c'était. Une raclette organisée par Pierre chez Paul à laquelle Pierre n'est pas allé. C'est magnifique, il nous a tout fait Pierre. Je suis désolé, je suis pas dispo. Il fait des belles perfs et compagnie, donc nous on est derrière. On était allé le voir au tout début, je crois que le premier c'était Monaco où il avait vraiment fait une grosse perf. On était parti avec Flavien et Adil d'ailleurs. On avait pris le train genre à 5h du mat, il nous a fait je suis en TF. Ah bon bah demain on prend le train. Et tu te souviens de cette anecdote? Donc on a fait, je sais pas, 5 heures de train, on s'est dépêché, on prend un taxi à Monaco. Et on arrive du coup dans la salle des étoiles, et là on all in and call en tape télévisée, parce qu'on avait genre une demi-heure de retard. On court, on arrive, et en fait c'est Pierre qui vient de chater un double up, genre je sais pas, il met un 2 outer au flop, ou à la temps je sais plus, il met un énorme bad beat, ce qui lui aura finalement servi à rien parce qu'il a pas gagné plus, mais voilà pour l'histoire, on arrive et on voit Pierre qui met un 2 outer, on fait putain, c'est vrai que depuis qu'il est chez Winamax, il y a quand même un pic, le fait qu'il accède à ces tournois live qu'il n'avait pas accès avant, pas par rapport à son niveau de jeu, mais par rapport au buy-in que ça représente quoi. Donc finalement, on savait tous très bien qu'il avait le niveau pour les jouer, mais après, de là à pouvoir se les payer, c'est autre chose. Et maintenant, on le voit en train de les jouer, on sait très bien qu'il a le niveau pour en gagner un, évidemment, et ça viendra à coup sûr. Il est super généreux. Moi, c'était d'ailleurs un des trucs sur lesquels on avait discuté je pense, après son premier deep run à Monaco, où moi, ça me paraissait même démesuré sa générosité par rapport au deep run. Quoi. Je disais, attends, ça va, t'as pas pris non plus de 10 millions, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, il était capable, c'est quelqu'un qui est, je pense, à une époque, il était capable de dépenser la moitié de ce qu'il venait de gagner, quel que soit le montant. Je pense que jusqu'à 100K, je pense que, enfin, j'exagère peut-être, mais je pense que sur une win à 100K, il aurait été capable de dépenser la moitié dans la soirée voilà, pour faire plaisir aux potes, à la famille et tout. Bon, ça, c'est pas pour moi très responsable. J'ai pas cette notion du labeur, ou j'ai pas cette notion de la difficulté à gagner de l'argent, d'autant plus que j'ai toujours eu pas mal de chance, c'est-à-dire que j'étais broke plein de fois, mais à chaque fois que j'ai été broke, j'ai toujours reship un tournoi derrière, où j'ai toujours eu un coup de pouce du destin. Le fait de faire beaucoup de volume, les fois où je montais de l'argent, je faisais beaucoup de volume, ça me paraissait pas être quelque chose de difficile parce que j'aimais ça. C'est-à-dire que j'avais qu'une seule hâte, c'était de lancer ma session et d'avoir mes 20 tables ouvertes et d'aller grinder. Donc j'ai jamais eu à gagner vraiment ma vie à la sueur de mon front. Nous sommes mi-juillet
tenue estivale pour ce mois d'été à Paris. Nous sommes en plein challenge du Make Your Bankroll Great Again et je vais vous emmener faire un petit tour, visiter les locaux de Winamax. Alors suivez-moi, c'est parti! Première superbe installation, comme vous pouvez le voir chez Winamax, nous sommes sains d'esprit mais aussi sains dans nos corps avec cette magnifique salle de musculation, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à peu près une fois tous les 2-3 mois ici, où vous pouvez voir que tout le matériel est extrêmement neuf. Maintenant je vais vous emmener là où la fête bat son plein, au barbecue. Si vous suivez les Top of the Puck, ici, c'est la régie. Là, vous allez retrouver en plein travail Loïc, l'homme, mon sauveur, mon héros. Et là, vous allez voir le plateau de la Winamax TV qui est assez cool. C'est là où nous allons enregistrer les Top of the Puck notamment et toutes les émissions comme sans filet, toutes les émissions de sport. Et le bar où voilà, toutes les bouteilles étaient vides à l'arrivée. Je précise, nous ne sommes pas des alcooliques. Vas-y Luc, fais semblant de bosser, vas-y, tape sur les touches. Une demi-heure au boulot là. Ouais. Tape sur des touches Luc, fais un truc. Si vous vous demandiez où est-ce que je trouvais mes Coca Zéro, superbe, toujours au frais, toujours des munitions. Oui, bravo. Non mais c'est pas possible qu'elle s'échatte. Il y a eu les conversations qu'on a vues dans la tête d'un pro aux Bahamas. Et moi, ce qui est bizarrement, c'est, je pense que c'est la conversation une des plus fondatrices. Elle n'était pas devant les caméras. Elle était justement quand on repartait des Bahamas à la fin donc, de ce deep run, je pense, de là où il avait fini, pareil, 20e là au PCA. Et je lui dis, je pense qu'il y a quelque chose qui te bloque. Mentalement à ce stade-là. Il y a plein de choses qui se passent potentiellement. Tu as peut-être que tu as peur de gagner, peut-être que tu as peur de perdre, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se jouent dans tes valeurs par rapport aux autres, par rapport à l'argent, à tes amis, au regard des autres, j'en sais rien. Moi, je suis prêt à explorer les pistes avec toi, mais je pense qu'il y a quelque chose que là, tu as besoin de résoudre. Et encore une fois, c'est pas un problème qui est technique, c'est pas un problème de savoir prendre une décision au poker. Ça, tu sais faire ça très très bien, tu fais partie des meilleurs mondiaux, c'est pas la question. Mais par contre, voilà, t'as autre chose. Et je pense que cette conversation, aujourd'hui avec le recul, j'ai l'impression, moi en tout cas, dans la façon dont il a réagi à ce que je lui ai amené là, que ça a bougé, qu'il y a quelque chose qui a bougé. Alors, bon, après on en a reparlé, mais lui, il a vraiment, je pense, entamé une vraie démarche beaucoup plus approfondie de travail mental et de travail sur lui-même à partir de là. Ouais. Parfois, je crois que ça m'est arrivé dans des tournois quand j'étais loin, où je me disais que j'étais en passe de réaliser justement cette première phase de ma vie, j'imagine, qui était de montrer que j'avais gagné beaucoup d'argent, que j'étais en train de gagner beaucoup d'argent, que j'étais devenu un grand joueur de poker, que j'avais gagné des millions, etc. Et par exemple au PCA, des choses comme ça, c'est peut-être que ça m'a traversé l'esprit de me dire, bah, si je gagne, j'aurai beaucoup d'argent, et qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Quel va être le sens? Puisque pour l'instant, si je réalise cette idée d'ascension, qu'est-ce qu'il y aura après? Est-ce que, au contraire, je ne vais pas devenir complètement perdu? Parce que mes parents m'ont dit que le sens profond de la vie, c'était pas le sens que je lui donne actuellement. Je vais vous amener dans l'antre du Grinch, là où chaque soir je stream pour le challenge Make Your Bankroll Great Again, avec, comme vous pouvez le voir, l'arme ultime, le secret pour le good run, un peu de Coca Zéro. C'est donc là que chaque soir, je grind les petites limites, avec ici l'écran, si vous suivez le challenge, que vous pouvez voir. Et ici, donc forcément, tous les chats, Winamax TV, Twitch, etc., sur lesquels je réponds à vos questions. Sur la droite, ça vous ne pouvez pas le voir, ce sont les ranges que je construis au fur et à mesure et le désormais célèbre bloc-notes pour essayer de maintenir un bon niveau d'énergie et une constance de focus. Ça, c'est Loïc. Et allez, c'est parti, on va lancer le stream. Lolo, t'es prêt? C'est à moi? Merde, pardon. Bonsoir. Alors, on va tout de suite se pencher ensemble sur notre session. On va tout de suite lancer bien sûr le Monster Stack 6 Max à 50 centimes. Celui-là n'est pas turbo et celui-là est encore dans le Bankroll Management. Donc, c'est une des premières tables qu'on va vouloir jouer.
bilan comptable qu'on va faire tout de suite rapidement, on ne va pas s'attarder dessus, car il n'est guère brillant. 75,64 € de bankroll sur les 100 de départ. On est donc pour l'instant perdant de 24 € et quelques centimes. 2,5. Ouais! Wouh! Allez, Nemo! Putain! Wouh! Est-ce que je peux me rebroke? Bah oui, on sait jamais. Hein. On voit qu'il y a même des mecs... Il me semble qu'il y a une stat qui est intéressante, c'est je crois que 20% des joueurs de NBA sont broke après 5 ans après leur carrière. Alors que le SMIC c'est 100 000 € $100 000 par mois. C'est une stat assez intéressante. J'espère que j'ai pris quand même du plomb dans la tête et que ça va pas m'arriver, mais si ça m'arrive, moi je ferai comme ce que j'ai toujours fait. Et tu te retrousses les manches, et que ce soit dans le poker ou dans un autre domaine, tu donnes tous les moyens de réussir et de regagner de l'argent. Hola! Hola, hola! Bon dia! Benvindo! Allez, venez! Bienvenue à Lisbonne, ma ville de cœur. Et voilà pour visiter un peu l'endroit où j'évolue. Il y a 4 ans, tu pouvais ouvrir le placard de la cuisine et tu trouvais des billets de 500 €, une brosse à dents et du gel à cheveux. Tu sais pas pourquoi. Aujourd'hui, s'il y a une demi-journée de vaisselle qui n'est pas faite, il commence à stresser. Donc il a quand même évolué. Un peu comme quand tu deviens joueur sponsorisé, tu sais, t'es plus tout seul en fait. Et t'as plus, tu dois respecter l'espace de vie de l'autre aussi. Je sais pas, faire la vaisselle tout le temps, nettoyer derrière toi, des trucs comme ça, des trucs basiques, mais qui moi ont mis beaucoup de temps, où j'étais un putain de bordélique, je m'en foutais, je faisais la vaisselle, je laissais tout. Donc voilà, François m'a appris ça, même si des fois on se clash beaucoup parce que c'est un peu aussi difficile, des fois quand c'est dans l'excès inverse ou des trucs comme ça, ou des fois quand il tilt. Très dur, parce qu'il hurle à la mort. Des insultes, des insanités. Non, tu mets pas ça. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu fous avec une clé du SAD, mec? T'as braqué le sismique? Ouais, c'est un petit souvenir. Mais c'était le meilleur bungalow du SAD, juste au bord de la piscine. Et du coup, non, pour l'anecdote, c'est qu'en fait, je l'avais oublié dans mon sac, dans ma valise. Et là, je rentre, et il y a le mec du SAD je suis à la bourre complet pour mon avion, et il y a le mec du SAD qui court, et qui fait « Mec, il faut que tu rendes la clé, sinon c'est moi qui dois payer 200 dirhams à l'hôtel. » Ouais, et moi j'étais déjà... En fait, je sais pas comment ça se fait, il appelle le taxi. Tout est en réseau local. Ouais, et moi j'étais déjà parti pour l'aéroport, il faut qu'il revienne, ton client, parce qu'il doit me payer 200 dirhams pour le truc, et du coup j'ai filé 200 dirhams au taxi pour qu'il le ramène en fait. Et ouais, du coup je me retrouve... Mais tu pouvais pas lui filer la clé plutôt que 200 dirhams? Mais non, parce que je l'ai retrouvé après. Ah ouais, ok. Ouais, je savais pas où elle était. Alors Kevin, là, on est au Mercado Ribera, Time Out Market en anglais. Donc, comme tu peux voir, c'est un food court avec énormément de stands différents. Des stands sucrés, des stands salés, des stands de bouffe portugaise, mais aussi des stands un peu plus internationaux. Ça a l'air bon. Avec certains grands chefs qui ont fait leur stand ici. Là, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de tournois. En plus, il y a pas mal de tournois qui vont être annulés. Du coup, là, c'est le moment où vraiment l'hiver, on va dire après Prague ou après le PCA avant, jusqu'à mars, où je peux faire le con et je peux envoyer comme un porc. Faut qu'elle venir. Et après, j'essaie de revenir hyper strict. Après, c'est la façon aussi dont j'ai décidé. En fait, moi, j'ai décidé pour compenser mes excès, d'être très drastique dans mon alimentation. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué sur son évolution là depuis encore une fois les 2 dernières années, c'est que je vois ce qu'il est capable de mettre en place aujourd'hui pour atteindre des objectifs. Ce qu'il n'était pas du tout capable de faire quand on a commencé à travailler. Pour lui, c'était le truc de se fixer un objectif, un plan de route, un plan d'action et tout ça. C'était étranger complètement, je pense, à ses concepts.
Alors Harper, là, on est à ce qu'on appelle Pink Street, Caïche de Chaudray. Caïche de Chaudray. Caïche de Chaudray. C'est là où tu fais le chaudron? Ouais, c'est exactement ça. C'est là où ça chauffe un petit peu. Donc c'est un peu la rue de la soif, si tu veux, où le soir c'est vraiment blindé. On peut quasiment plus marcher. Et donc il y a beaucoup de bars, de restaurants. Un strip club qui est là où je ne suis jamais allé, c'est que des potes qui y vont. T'es jamais allé? Une fois. Voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une anecdote marrante sur Phil Ivey, qui est au restaurant. Et il y a 3 businessmen qui sont à la table d'à côté, ils le reconnaissent et ils lui envoient une bouteille de cristal, je sais pas, à 500 balles. Ivey leur envoie 3, il leur envoie 9, il leur envoie 27. Et à la fin, je sais pas, Ivey envoie 100 bouteilles et leur fait arrêtez-vous là parce que moi je m'arrêterai pas. Et donc les businessmen arrêtent. Et donc là j'arrive au Rasputin et je vois Marwan Fellaini au carré juste à côté de moi. Et je me fais putain parfait, il prend 300K par semaine. Je vais faire exactement pareil. Je vais lui envoyer une bouteille de champ et il va m'en ramener 3. Du coup, je lui envoie une bouteille de champ. Il se lève, il vient, il me fait bah merci et il se barre. Et moi j'attends toujours mes 3 bouteilles de champ. Le Portugal, c'est aussi des jeux à gratter de légende. Ils coûtent 10 € pièce et tu dois gratter 50 cases. Attends, 10 € c'est hyper cher. Mais oui, c'est hyper cher, je te jure. Alors que le SMIC, il y a 600 balles. Et attends, il y a Lolo Milouche. Ouais, mais très petite cagnotte, 13 millions. On s'en fait un petit quand même? On fait aussi un euro Milouche. Allez, c'est parti. Allez, bon, on va le double time. On va aider, hein. 15 megapé de meia. 15. 15. 19,5, Le mec va acheter des jeux à gratter, quoi. Non, parce que le ROI est très positif. On parle quand même du mec qui a gagné au WPO là. Le flash. Le flash là, le. Ah mais oui, il a gagné Midnight Deglingo. Comment ça s'appelle? Midnight Deglingo. Exactement. Il a gagné 1800 €, Midnight Deglingo, mettons 10 €. 50 euros. 50 balles. Ça là? Ouais. Le Lolo Milouche? E o Milhões para hoje. 52, 50 €. Hoje. Putain, c'est pas donné, hein, le Lolo Milouche. Pierre, c'est quelqu'un qui joue vraiment avec l'argent. Je pense qu'il le fait aujourd'hui de manière quand même beaucoup plus responsable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est capable aujourd'hui de jouer encore à des niveaux beaucoup plus élevés qu'avant, parce qu'il a plus d'argent qu'avant, mais sans se mettre autant en danger qu'avant. Donc je pense qu'il est devenu responsable, il est devenu un peu plus mature, voilà, qu'il a pu l'être à une époque. Mais bon, voilà, c'est vrai que lui, l'argent, c'est quelque chose qui le fait kiffer. Ça, je pense que pour lui, c'est un synonyme de liberté. Quand il a de l'argent, bah, il peut se payer les choses qu'il aime, se faire des bons restos, aller faire la fête, voyager, placer un bet à 100K sur un match de foot. Aujourd'hui, on est quasiment le plus high stakes possible, donc les plus grands enjeux possibles sur le jeu à gratter. Donc ça s'appelle le Super Badlen, le Super Pidmei, 5 euros et 10 euros. Donc 5 € et 10 €. Quelques jeux à gratter. Voilà. Alors sur les statistiques, sur les probabilités pour les matheux, Vas-y. on est, alors on peut gagner 3 000 € pendant 14 mois. Ah, c'est pas mal, c'est un truc long terme. Et alors on a à peu près un peu plus d'une chance sur 1 million. Allez, focus hein. J'ai un trèfle. Oh, 2000 balles de 12 moi déjà toi. J'ai gratté le nul, c'est découvert. Oh mais qu'il est con. Celui-là c'est perdu, y a rien. Envoie un autre. Ok putain mais t'es drogué là hein. Envoie, je te dis. Donne-moi ça. C'est de toute façon c'est 5 balles, c'est des... On est à 0, on est sur une cagoule, hein. Ok, changeons de cas, c'est Espagne. Allez, du pognon. 5 €. Ouais. 10 €. Ah oui, Diamanté, 5 balles. Non, 15 €. 15, premier V+. Allez. Non, t'as une boule? 15 balles. Ouais, 10 balles, pas mal, c'est bien. Bravo. Ah, je fais que 6. Viens filmer. Ouais, 10 €. Attends, j'ai 2 fois 2000 €. Non. Allez, il en faut un troisième. Allez. 75 € quand même. Ça fait mal. Pour 200, ouais. Pas mal. Bon, on est heureux ou pas? Ben, moins 70% ROI. On reviendra. Ouais, bon, c'est pas si différent que mon ROI dans le poker, hein. Je pense que le plus mémorable qu'il ait pu avoir, je peux en parler maintenant, je pense qu'il y a prescription, c'est le fameux Dans la tête d'un pro qu'on a filmé au Sismix. C'est l'année où Bruno a gagné, ça pour le coup c'est peut-être 2016, où on avait commencé par filmer Pierre du coup, et c'était lui qui était filmé en tout premier de tous les joueurs du team. Sauf que la veille, donc au Sismix, bon, tu connais bien le contexte, hein, ça part vite en vrille. Je pense qu'il a démarré la pool party à mon avis vers 16h, 16h30. Et puis tout ce qui s'est ensuivi l'a conduit à aller se coucher, je sais même pas
pas quelle heure, mais je me rappelle que photo postée à 6h du mat, lui qui dort devant la porte parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans la maison de sa famille, et en sachant qu'il y avait le tournoi qui démarrait à midi ou à 14h quand même, il est arrivé pour se faire filmer avec les lunettes noires. C'est la seule fois, je crois, depuis 5 ans qu'on bosse avec lui, qu'il portait des lunettes tellement il était défoncé de la veille. Et alors, ça a été catastrophique. Il a fait, bon, c'était sur un truc re-entry, donc il a dû re-entry 4 fois. Il a fait les 2 boulettes ou les 3 boulettes en l'espace de 2 heures le premier jour. Il est parti se coucher parce qu'il était crevé. Et le lendemain, il est revenu et pareil, il a refait encore 2 boulettes. Bon, bref, on a arrêté de le filmer. Au bout de 2 jours, on est passé sur quelqu'un d'autre. Enfin, avant, j'en avais rien à branler, de tout. J'arrivais sur un EPT, j'étais là, c'est la fête. Je joue le 10 000 aux EFOP. Je finis le Day Chip Leader, c'est sur 2 jours. Il y a 120 000 à la gagne. Je finis le Day Chip Leader, je vais au Queen, je me massacre, je me fais virer de l'ACF parce que j'essaie de revenir bourré à 7h du matin, il me vire et je reviens à midi jouer. Bon, je chatte, je fais 3e, mais voilà, j'en avais rien à branler. Maintenant, c'est différent, c'est devenu quand même beaucoup plus dur et tu peux plus te permettre de faire le con comme auparavant parce que tu te retrouves vite complètement à la rue. Je sais que je suis aussi heureux parce que je suis en pleine réalisation de la quête d'ascension, quoi. Et que du coup, ça se passe bien, on a de l'argent, on a des belles montres, on va dans les meilleurs endroits. Qu'est-ce qui va se passer après? Là peut-être que ce sera plus difficile, mais c'est aussi ce qui fait la complexité de la vie et ce qui fait que il faut des périodes plus dures, des périodes de doute aussi pour apprécier les périodes de plénitude et de bonheur. Donc, franchement, si on était heureux tout le temps, ça serait assez chiant, je pense. Pour l'instant, cette quête d'ascension qui passe par le poker pour moi donne tout mon sens à l'existence. Et que j'ai peut-être un peu peur de ce qu'il y aura après.